Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Challenge. Cela fait longtemps que nos autorités disent vouloir faire appel à notre communauté d'affaires à l'étranger pour investir au pays. Un département ministériel lui a été dédié souvent, mais pour quel résultat? D'ailleurs, un ministère qui n'existe plus. Mon invité travaille sur les questions liées à la diaspora algérienne. Il nous livrera dans un instant l'essentiel de ses constats. On le retrouve de suite. Aziz Nafa, bonsoir. Bienvenue sur Challenge. Alors, vous êtes chercheur au CREAD. Rappelez-nous ce qu'est le CREAD et quel est l'essentiel de sa mission, juste pour clarifier les choses dès le départ. Merci pour cette invitation. Le CREAD est un centre de recherche en économie appliquée pour le développement. Il porte sur des activités de recherche qui ont pour objet le développement de l'Algérie, le développement économique, en mobilisant les outils, les moyens scientifiques pour y parvenir. Donc, est-ce que si on devait situer le développement dans une échelle, on se développe plus aujourd'hui qu'avant, où on a eu des périodes de développement de l'Algérie qui étaient autrement plus intenses? Alors, la question de développement est une... En termes de développement économique. Voilà, le terme de développement économique est un terme qu'on doit prendre avec beaucoup de précautions, puisque beaucoup d'indicateurs sont mobilisés pour justement identifier les éléments de développement. Ça peut être la ressource humaine, ça peut être l'agriculture, ça peut être l'industrie. Donc tous ces éléments-là contribuent au développement de la richesse et bien sûr de développement économique. Très bien. Donc si je peux répondre pour répondre un peu à la question par rapport à ce qui se fait ailleurs, effectivement, si nous prenons l'industrie par exemple, la part du PIB, la part de l'industrie dans le PIB a reculé depuis les années 70-80 à ce jour. Il était de 12% par exemple dans les années 80. Aujourd'hui, il est de l'ordre de 4,5 à 5%. Vous voyez bien, là, on est plus dans une récession et non pas développement. Et est-ce qu'on peut s'en tenir au seul PIB ? Alors, pas uniquement le PIB, mais le PIB est un indicateur qui nous permet effectivement de mesurer la part de la richesse créée par un secteur au niveau national, au niveau macroéconomique. Donc, ça peut être, on peut aussi identifier le développement par les emplois créés, par le chiffre d'affaires du secteur d'une manière générale. Donc, effectivement, le PIB reprend un peu l'ensemble des richesses créées par les différents secteurs. Vous rentrez de Paris et vous avez participé à un forum France-Algérie où il était question d'Algérie en mouvement et notamment dans sa dimension économique. Et c'est là que vous aviez à intervenir. Intervenir pour dire quoi en fait ? Alors, effectivement, le Algérie au mouvement, organisé par Forum France-Algérie, a été réalisé dans l'objectif de rassembler un certain nombre d'acteurs, chefs d'entreprise, décideurs politiques, la société civile, les chercheurs scientifiques, et aussi dans l'objectif de débattre des questions de comment faire participer la diaspora au développement du pays d'origine. Moi, j'ai intervenu essentiellement sur la table ronde qui portait sur les entrepreneurs de la diaspora et le développement de l'Algérie. Donc, mon intervention portait essentiellement sur le climat des affaires en Algérie, sur la motivation des entrepreneurs de la diaspora pour le développement de l'entrepreneuriat en Algérie, donc la motivation, le processus entrepreneurial, les freins rencontrés et éventuellement les perspectives de développement de l'entreprise de la diaspora en Algérie. Voilà un peu les aspects sur lesquels j'ai introduit la table ronde qui portait sur l'entrepreneuriat de la diaspora en Algérie. Mais ce type de rencontre, vous en avez fait souvent toutes ces dernières années. Mais qu'est-ce qui change en fait dans votre discours? Vous finissez pas par être lassé de dire les mêmes choses sans voir réellement de choses qui changent? J'aime bien votre expression discours. On ne fait pas du discours. On fait effectivement
Non, vous faites des analyses, mais au moment T, oui. vous faites un discours Oui, pour l'exposer. en effet. Moi, je parlais de ça. On l'expose. Je sais que votre métier n'est pas de discourir, vous travaillez scientifiquement, mais j'ai l'impression que les constats, les résultats sont les mêmes depuis des années. Je suis tout à fait d'accord, donc je rejoins parfaitement votre observation. Nous faisons, alors, si on revient un peu à l'histoire, c'est vrai que le regard vers la diaspora et l'intérêt vers la diaspora a été, je dirais, a été plus mis en valeur par les autorités que je dirais, ces 5-10 dernières années. Avant, effectivement, il n'y avait pas cet engouement des autorités publiques à aller se rapprocher, par exemple, de la diaspora scientifique ou économique établie. Parce qu'aujourd'hui, vous sentez qu'elles veulent se rapprocher, qu'elles tentent de se rapprocher, qu'elles se rapprochent. Voilà. Aujourd'hui, aujourd'hui, je dirais, il y a un intérêt pour les entrepreneurs de la diaspora. Alors, je m'explique. Nous avons, si nous reprenons un peu ce qui a été fait, les rapprochements qui ont été opérés, donc nous relevons deux dates importantes. Il y a 2014 et aujourd'hui 2016-2017 sont les dates clés au niveau politique. On perçoit cet engouement, cette volonté et ce rapprochement des autorités ou des pouvoirs publics auprès de la diaspora, pas uniquement en Europe, mais même on l'a vu au niveau des pays du Golfe. Alors, je dirais, cet engouement, peut-être, il est aussi en lien avec la crise économique que vit l'Algérie. Qu'on le veuille ou non, avec la baisse des prix du pétrole, depuis la crise de 2014, donc les recettes de l'État, les recettes en devises, ont chuté d'une manière drastique, ce qui, effectivement, complique un peu l'activité économique des pouvoirs publics. D'accord. Et le discours politique, parce que là, on est bien dans le discours, lui, il a changé. Alors, le discours politique... À l'intention de la diaspora. Le discours politique à l'intention de la diaspora a nettement évolué. Il a changé. Il a nettement évolué. Je dirais, avant, il n'y avait pas énormément de discours. Hein. Donc, si on prenait les années 2000 ou peut-être les années 90, on ne parlait pas de diaspora. Déjà, le concept de diaspora n'avait pas sa place dans les discours politiques. D'ailleurs, on ne parle toujours pas de diaspora. On parle de communauté. On parle de communauté, donc le terme utilisé officiel utilisé par l'autorité algérienne, c'est la communauté algérienne établie à l'étranger. La diaspora, c'est un concept qui a été utilisé pour la première fois en 2014 lors de la visite de monsieur le feu Babès, président du CNES, auprès de la communauté algérienne en 2014 pour justement identifier les compétences algériennes établies à l'étranger. C'était la première fois qu'on utilisait le concept de diaspora. Donc aujourd'hui, les choses ont nettement évolué. Donc c'est un concept qui a largement pris place auprès des discours journalistiques, politiques, mais pas uniquement, et scientifiques. Toutefois, il y a un intérêt effectivement avéré, il y a une volonté, je dirais, de se rapprocher et pour drainer un peu cette compétence. Mais nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce n'est pas cette volonté, cette tentation, cette tentative. Ce sont les faits, les actes. Qu'est-ce qu'il y a au niveau des actions? Est-ce que ces actions se sont multipliées? Est-ce que ces actions sont réelles? Est-ce qu'elles sont efficaces? Est-ce qu'elles sont suivies des faits? Oui. Je vais aller au-delà du discours, c'est ça. Parce que les discours, oui, on va les appeler, on va les draguer. Mais il n'y a rien. En effet. Enfin, il n'y a rien. Presque rien. Alors, il y a deux choses essentielles, peut-être, qui ont été mises en avant. Celle de faire participer la diaspora, par exemple, au programme ANSEJ, CNAC, destiné essentiellement au départ aux jeunes Algériens résidents, en fait aux jeunes Algériens, algéro-algériens, qui n'étaient pas ouverts auparavant donc à la communauté algérienne établie à l'étranger. Il y a aussi le dernier programme... Ça date de quand? Ça date exactement de 2016. D'accord. 2016.
Donc avant, ils étaient oubliés de ce programme. Avant, les gens de la diaspora, en fait, les Algériens établis à l'étranger n'avaient pas le droit par exemple, de contracter, de prétendre à un programme ANSEJ, CNAC, en fait, tous les programmes d'accompagnement à la création d'entreprises qui sont à destination des jeunes Algériens. Maintenant, par exemple, la diaspora peut contracter un crédit dans le cadre de ces différents programmes. Toutefois, il y a un deuxième programme, celui de faire bénéficier la diaspora, par exemple, d'un logement LPP. Donc, tout en étant résident à l'étranger, il y a cette possibilité de prescrire, ou de prétendre à l'achat d'un logement dans le cadre de LPP. Mais est-ce que c'est suffisant? À condition de le payer bien sûr, en devises étrangères, au taux bancaire. Au taux bancaire. D'accord. Bien sûr. En fait, l'intérêt, effectivement, c'est le transfert de la devise à partir de la transaction réalisée. Ça, c'est effectivement une possibilité de transférer de la devise par les canaux officiels. Maintenant, moi, je dirais... Et pour l'investissement, dans l'entrepreneuriat, au-delà des jeunes via l'ANSEJ, pour faire amener éventuellement des investisseurs qui sont établis là-bas, d'origine algérienne. Alors, pour l'investissement, moi, je dirais il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faites. Il y a peu de choses ont été faites. Je m'explique. Alors, la communauté algérienne à l'étranger, je dirais, de par notamment les travaux que j'ai réalisés auprès de cette cible en particulier, c'est une communauté qui est très, très motivée, qui est très attachée, qui a des ambitions de développer des activités entrepreneuriales en Algérie. Et l'objectif, effectivement, c'est de garder cette passerelle, c'est de garder ce lien avec le pays des ancêtres, le pays de leurs parents. Toutefois, donc il y a beaucoup de choses, effectivement, il y a beaucoup d'initiatives. Certaines aboutissent et d'autres non. Pourquoi? Parce que tout simplement, il nous manque une plateforme, il nous manque de l'initiative politique pour justement pour canaliser cette motivation et de faciliter cet acte entrepreneurial venant de la communauté algérienne établie à l'étranger. Alors aujourd'hui, je citerai un simple exemple. L'Algérie ne dispose pas d'un canal bancaire établi à l'étranger. On n'a pas aucune banque algérienne à l'étranger. Ça, par exemple, c'est une faiblesse. Pardon. C'est une faiblesse qui constitue un frein, par exemple, au transfert des devises, qui constitue un frein au placement de la diaspora pour des projets, par exemple, de création d'entreprises. C'est un frein à toute initiative économique qui viendrait de la diaspora. Et alors là aussi, ça fait des années qu'on parle d'installer des banques à l'étranger. Bon. Pas des années, c'est tout récent. On parlait il y avait cette demande, venait des opérateurs souvent et disaient nous avons besoin souvent aussi de gens qui étaient soit à l'import, soit à l'export et qui avaient besoin d'avoir des banques algériennes. Et les autorités disent oui, mais ça ne venait pas. Pourquoi, à votre avis, ça freine de ce côté-là? Alors, quelles sont les réponses de l'État face à ça? Face au secteur bancaire, pour les banques à établir à l'étranger? Alors, pour les banques, pourquoi, je ne sais pas pourquoi, mais je dirais peut-être il faut des procédures, il faudrait mettre en place peut-être avec les pays d'accueil, avec les pays des conventions ou des... D'accord, mais je ne pense pas que ce soit ça la problématique. En fait, la problématique, je dirais peut-être, il faudrait une volonté. Il faudrait une volonté affirmée de part des pouvoirs publics pour dire, ben voilà, donc aujourd'hui, nous avons 5 millions, si nous retenons les chiffres officiels de l'ambassadeur français à Alger en 2014, qui a annoncé 5 millions d'Algériens ou d'origine algérienne qui sont établis en France. Nous avons 5 millions. 5 millions, c'est énorme. Donc sur les 5 millions, nous avons plusieurs profils. Nous avons des étudiants, nous avons des médecins, nous avons des ingénieurs, nous avons des chefs d'entreprise.
donc disant il faudrait que l'autorité algérienne dise nous avons une communauté importante en France, au Canada, aux États-Unis ou ailleurs. Maintenant, comment faire en sorte à ce que cette communauté soit le trait d'union avec son pays d'origine? Comment bénéficier de cette manne? Finalement, c'est une manne qui permettrait à l'Algérie ça veut dire de se développer en mobilisant ses ressources, qu'elles soient financières, qu'elles soient intellectuelles, puisque nous avons des professeurs qui sont de renom international, qui sont établis dans les différents laboratoires au niveau mondial. Maintenant, toute cette richesse est effectivement une source importante pour Est-ce qu'on est sûr qu'en établissant des banques à l'étranger, elles auront beaucoup de clients? Parce qu'il y a un problème de confiance aussi, souvent, qui se posait. Enfin, il y a peut-être des choses à régler de ce côté-là. Effectivement, non. Des banques, mais en parallèle, la représentation diplomatique algérienne devrait jouer son rôle, se rapprocher davantage, mais pas uniquement pendant les périodes de vote ou électorales, mais donc être constamment présente auprès de la communauté algérienne. Alors, un chiffre important, est-ce que vous avez une idée du nombre de personnes issues de la diaspora qui rentrent en Algérie pour investir ou qui investissent en Algérie? Est-ce qu'on a des chiffres par rapport à cela? Alors, c'est vrai. Est-ce que ces chiffres sont en croissance ou non? Nous n'avons aujourd'hui, à ma connaissance, aucune base de données qui pourrait nous dire quel est le nombre de la diaspora qui rentre aujourd'hui, qui rentre en Algérie ou qui est rentré en Algérie. Aujourd'hui, nous n'avons aucune information statistique à ce niveau. Pourquoi? En fait, il y a deux raisons essentielles. La première raison, l'Algérien, l'étranger d'origine algérienne qui vient en Algérie, il rentre avec deux possibilités. La première possibilité, il décide d'investir en Algérie avec sa nationalité algérienne pour bénéficier notamment des avantages fiscaux, parafiscaux, des programmes dont SEJ, CNAC et autres. Donc, il met en avant sa carte d'identité algérienne. Donc, dans ce cadre-là, il est à 100% algérien. Donc, la nationalité étrangère n'apparaît pas. Donc là, ça, c'est déjà un élément qui est un peu... rend la chose difficile à cerner du point de vue statistique. Le deuxième élément qui est aussi important, lorsque l'Algérien établi à l'étranger décide de rentrer, mais dans un cadre plutôt pour bénéficier de la loi des 49-51, ça veut dire pour pouvoir rapatrier ses dividendes, parce que pour la plupart, leur famille reste en France ou ailleurs. Donc, dans ce cadre-là, ils mettent en avant non pas la nationalité algérienne, mais la nationalité étrangère. Donc, dans ce cadre-là, ils sont considérés non pas comme algériens, mais comme IDE, investissement direct étranger. Donc là, ça rend encore la tâche difficile. Voilà les deux éléments. Il y a aussi la deuxième difficulté que je citais tout à l'heure, l'autorité algérienne, que ce soit au niveau de CNA, donc Conseil national d'investissement, nous n'avons pas une mention d'origine. Ça veut dire vous êtes originaire de quel pays, ou vous êtes né dans quel pays. Ça veut dire nous n'avons pas, introduit une mention qui montrerait éventuellement si l'investisseur est d'origine algérienne ou pas. D'où la difficulté d'avoir des statistiques bien concrètes. Alors, pas de ministère dédié. Pourtant, nous avions un ministère dédié à la communauté à l'étranger. Bon, ça pouvait peut-être aider, je ne sais pas. Il n'y en a pas aujourd'hui. Est-ce qu'il faut considérer ça comme un recul ou non? Nous avions eu un secrétariat général qui a été par la suite enlevé et puis placé un secrétariat d'État, secrétaire général d'État dédié à la communauté algérienne établie à l'étranger. Aujourd'hui, nous avons une direction générale au ministère des Affaires étrangères qui est en charge effectivement de la communauté algérienne établie à l'étranger. Je crois qu'il y a un travail qui se fait et peut-être qui est achevé, c'est de créer un site internet dédié à la compétence algérienne établie à l'étranger. Donc ce site a été déjà développé.
C'est un travail qui se fait au niveau de la direction générale. Et les travaux ont été repris il y a une année de ça. Et ils devaient être mis en ligne, opérationnels, normalement, durant le courant de cette année. Je n'ai pas encore d'informations à ce niveau. Mais vous vous rendez compte comment on en parle? Alors, une chose essentielle, un site web pour référencer les compétences, qui a démarré de cela il y a une année, et je ne sais pas où il en est aujourd'hui. Il devrait... Mais c'est extraordinaire quand même. Mais il faudrait que les choses aillent plus vite dans tous les domaines. Qu'est-ce qui se passe? Les affaires avancent, le monde avance. Et l'Algérie prend son temps. En effet. Nous sommes dans un monde globalisé. Un monde globalisé, donc j'arriverai un peu à ce que vous êtes en train de dire. En fait, monde globalisé veut dire aussi concurrence mondialisée. Concurrence mondialisée veut dire aussi capter les compétences mondiales un peu partout dans le monde. Donc nos ingénieurs sont recrutés aux États-Unis, sont recrutés en Europe, à partir d'ici. Donc vous voyez bien, la compétence, elle est captée. Elle est captée parce qu'elle est rare. La compétence, elle est rare. Nous, effectivement, plus on tarde à mettre les choses d'une manière beaucoup plus claire et sereine, et véhiculer donc une image, je dirais, pas sérieuse, mais plutôt une image qui montrerait l'Algérie, qui montrerait la motivation des autorités algériennes vis-à-vis de sa communauté sûre et sérieuse. Je pense que la communauté n'attend que ça, puisque vous avez parlé de confiance tout à l'heure. C'est vrai que c'est un élément fondamental qu'on devrait prendre en considération. Parce que la confiance, c'est ce que finalement qui... Voilà, retour sur le plateau avec vous, Aziz Nafa'a, qui êtes chercheur au CREAD, et on parlait de confiance. Comment rétablir la confiance? On en parle souvent de rétablir la confiance entre les citoyens et les administrés, les gouvernants. Mais là, il s'agit de le faire avec la communauté à l'étranger, et notamment la communauté d'affaires. Parce que eux aussi ont souvent été les parents pauvres de la relation économique entre administrés et gouvernants. Aujourd'hui, on se rappelle à eux. On se rappelle à eux, d'ailleurs, à quel moment? Parce que j'ai l'impression qu'on se rappelle à eux que dans les mauvais moments. Alors, effectivement, c'est le sentiment déjà qui est partagé. Donc, en discutant avec les différentes personnes que j'ai interviewées ou enquêtées, les gens de la diaspora, effectivement, il y a un sentiment qu'on fait appel à eux uniquement dans les besoins, lorsque les pouvoirs publics ont besoin de cette communauté. Donc les besoins, généralement, pendant les périodes électorales et pendant les situations de crise, telles que, je l'ai cité tout à l'heure, donc il y a, avec la baisse des prix du pétrole, donc une baisse des recettes en devises, la diaspora devient effectivement une solution palliative à cette crise économique. Voilà, et effectivement, il faudrait changer cette perception des choses pour que le mariage se fasse correctement, pour que le message passe d'une manière positive. Il faudrait, à mon sens, que les pouvoirs publics soient présents. Il faudrait des signaux positifs auprès de cette communauté. Des signaux positifs, c'est quoi le signal positif? Un signal en disant l'Algérie est votre pays, tout simplement. On vous reconnaît en tant qu'Algérien, vous n'êtes pas étranger. Donc beaucoup disent que nous sommes perçus comme étrangers. Le fait de faire de LPP, le fait de faire un quota spécialement pour la diaspora, ça c'est une discrimination à mon sens. On a discriminé cette catégorie. On la discrimine pas en l'écartant, on la discrimine, je dirais peut-être positivement, en lui offrant d'accéder à un accès au logement. Mais ça, ils peuvent bien le faire. Ils peuvent bien le faire sans pour autant créer un quota de logement spécialement pour eux. Donc je facilite le transfert de la devise à partir de l'étranger
c'est un prêt spécialement pour l'achat de logements. Vous avez des statistiques par rapport à ça, justement? Combien d'éléments, de personnes de la communauté à l'étranger ont souscrit aux programmes qui leur sont offerts de logement? Il n'y a pas de chiffres qui sont annoncés officiellement. D'accord, mais normalement, ça devrait être possible de recenser pour savoir... Ça, il faudrait, à mon sens, se rapprocher, effectivement. Seul le NPI dispose les chiffres de cette opération-là. Est-ce qu'on s'est aussi amusé, ou enfin passionné, pour savoir quelles sont les sommes d'argent qui pourraient être ramenées depuis l'étranger, depuis la diaspora, si on faisait bien les choses? Vous savez, il y a... Et aujourd'hui, à combien sont-elles aujourd'hui? Combien de gens rapatriés, on ne sait pas. Aujourd'hui, on parle de 2 milliards de transferts. 2 milliards d'euros de transferts. Nous sommes très très loin. Nous sommes très très loin du Maroc, par exemple. 7 milliards d'euros. L'Égypte, c'est 18 milliards d'euros. Le Liban, c'est 22 milliards d'euros. Donc vous voyez bien, l'Afrique tout entière, le monde tout entier, c'est 650 milliards de dollars. L'Afrique, il est à plus de 200 milliards de dollars. Vous voyez bien, on est face à une manne. Je parlais tout à l'heure d'une manne. Aujourd'hui, les 2 milliards, si on les décortiquait, les 2 milliards d'euros de transferts, c'est 90% ou même plus, c'est les transferts des retraites. Donc ce n'est pas un transfert, disons, de la diaspora vers... C'est pas un transfert volontaire. Voilà, c'est pas un transfert voulu et volontaire. Maintenant, nous pouvons capter énormément de cette ressource. Je prends juste quelques chiffres, bien sûr, à prendre avec pincette. Ça a été réalisé par l'Association internationale de la diaspora algérienne, AIDA. On estime à 120 milliards de dollars de chiffre d'affaires réalisés par les entreprises de la diaspora algérienne établies à l'étranger. 120 milliards de dollars. Vous imaginez, c'est un chiffre faramineux, énorme. Donc, si on revient à la confiance, si on mettait en place des signaux positifs, si on mettait en place les outils, les instruments nécessaires pour faciliter justement ce transfert, la communauté est prête, elle est motivée, elle a ce lien, elle a une attache très très forte. Je vous dis ça pas comme ça, je vous dis ça parce que j'ai rencontré plus d'une quarantaine de personnes. D'accord. J'ai enquêté plus d'une 174 personnes. Donc vous voyez bien, le maître mot, c'est la tâche. Je reviens, je pouvais y aller au Maroc, je pouvais y aller en Tunisie. Mais si j'avais le choix, puisque j'ai le choix, je vais chez moi, chez mes parents. Je retrouve les odeurs de mon enfance. Vous voyez. Mais est-ce que cette attache, ce sont ce que j'appellerais les primo, enfin ceux qui sont partis, il s'agit toujours des générations qui sont parties d'Algérie, ou est-ce que ce sont, maintenant on parle de celles qui ont des enfants de ces générations ou des petits-enfants de ces générations? Est-ce qu'il y a la même attache? Alors vous avez en fait deux catégories, je dirais trois catégories. Vous avez trois catégories. Donc vous avez la catégorie des personnes qui ont connu comment on appelle ça, le regroupement familial. C'était dans les années 70, début des années 80, c'était avec la loi, avec l'arrivée des socialistes en France, donc on a permis effectivement le regroupement familial. Et là, effectivement, il y avait des départs des personnes qui avaient 6 mois, qui avaient 1 année, qui avaient 5 ans, qui avaient 10 ans. Donc c'est des personnes qui n'ont pas concrètement connu l'Algérie, parce qu'ils étaient très très jeunes lorsqu'ils sont partis. Toutefois, ils ont gardé le lien parce qu'il y a un retour au pays par les parents, avec les parents. Il y a la deuxième catégorie, ce sont ceux de deuxième, troisième génération. Ceux-là, effectivement, ils n'ont pas connu l'Algérie, mais ils l'ont connu de deux façons. Ils l'ont connu par le biais de leurs parents, par le biais des grands-parents qui parlaient de l'Algérie. Ah, l'Algérie, je me souviens quand j'étais jeune, quand on était en guerre. L'Algérie, c'est ça, notre village, c'était comme ça. On parlait des anecdotes de leur enfance lorsqu'ils étaient en Algérie. Donc, il y avait une transmission tacite en fait, de cette attache auprès des enfants.
Et puis vous avez une autre façon, c'est les départs en vacances. Chaque année, souvent, les parents venaient en vacances en Algérie. Donc les enfants, à partir des vacances, ils apprenaient à retrouver un peu les images qu'ont racontées leurs parents, leurs grands-parents, et puis à s'attacher Vous dites les retrouver, à cette terre. Ou ne les retrouver plus, parce que les choses ont évolué aussi ici. Les retrouver par les odeurs, les retrouver mais même par les odeurs les images. ont changé. Effectivement, en fait, les choses évoluent, changent. Bien. Vous parliez d'Aïda. On n'entend plus parler d'Aïda. C'est une association qui était aussi dédiée à la diaspora, mais qui ne... Oui, c'est une association qui a été créée, à ma connaissance, au tout début, en 2011, en 2010-2011. D'accord, mais qu'est-ce qu'elle devient? Elle peut, effectivement, la retrouver. Elle est en sommeil. Elle est en sommeil. Oui. Un représentant de la communauté algérienne à l'étranger disait lors d'une rencontre que si chaque Algérien ou d'origine algérienne investissait, enfin achetait des produits algériens à l'étranger pour une somme de 1 000 € par année, bien, si on prend juste la France et si on devrait reprendre ce chiffre de 5 millions de personnes, on serait à 5 milliards d'euros. En effet. Donc, et c'est un moyen d'investir au pays, ça. Alors, le meilleur ambassadeur des produits algériens, c'est l'Algérien établi à l'étranger. Je vous citerai un exemple des produits du Mexique, la tequila. La tequila... Je vois que vous avez de bonnes références. Effectivement. La tequila n'était pas connue, c'est un produit à 100% donc mexicain. C'était pas connu aux États-Unis. Vous savez, il y a une forte communauté mexicaine aux États-Unis. La tequila est devenue une référence non pas mexicaine, mais mondiale. Je vous citerai un autre exemple, l'île Maurice. L'île Maurice, les hindous qui sont établis en île Maurice, qui est la communauté la plus importante à l'île Maurice, les hindous font de la promotion des produits indiens à l'île Maurice et un peu partout dans le monde. Je vous citerai énormément le Maroc, qui est notre pays voisin. Les Marocains, par le biais de la diaspora, ont exporté le tagine, ont exporté les produits de l'artisanat marocain, ont exporté énormément de produits marocains, y compris l'agriculture. Donc vous voyez bien, la communauté d'un pays établi à l'étranger, c'est l'ambassadeur, je dirais, l'ambassadeur principal pour la promotion des produits. Alors, je reviens à la communauté algérienne. Je suis parti il n'y a pas longtemps, j'étais en déplacement d'affaires au Canada. J'ai retrouvé des produits, sans citer de marque, des produits par exemple de jus, des produits gazeux, des boissons gazeuses. Je les ai retrouvés dans les étals au Canada, y compris des produits agroalimentaires. Donc vous voyez bien, ce n'est pas les Canadiens qui ont importé, c'est les Algériens établis au Canada qui ont importé les produits pour les faire connaître. Donc la communauté, vous imaginez 7 millions d'Algériens partout dans le monde, si chaque Algérien achète un produit algérien, imaginez un peu le chiffre d'affaires. Mais ça, par contre, c'est bien. Mais ça, c'est réel, vous le disiez, les Algériens achètent ces produits-là. L'Algérien, par son attache... D'ailleurs, vous devriez vous intéresser au chiffre d'affaires de ces entreprises ici qui exportent et dont les produits sont connus, et quel est le chiffre qu'elles font à l'étranger. Ça, c'est un chiffre qui serait intéressant d'avoir et qui illustrerait un petit peu quel est l'apport de la communauté algérienne à l'étranger. L'apport, en fait, l'exportation en dehors des hydrocarbures, aujourd'hui, c'est moins d'1 milliard, d'euros. Donc ça chiffre à 700 millions, je pense, 780 millions d'euros d'exportation, c'est déjà pas mal. L'exportation en dehors des hydrocarbures. Bon. Ça reste très faible. Alors il faut qu'ils consomment beaucoup plus. Mais ce qu'il faudrait peut-être, c'est de faciliter ce transfert, parce que l'acte d'exporter, c'est pas un acte facile. Donc il y a tout un professionnalisme. Et il y a aussi, il faut faciliter cet acte en mettant en place des lois
pour faciliter justement cette opération. Alors, on a beaucoup parlé de la France parce qu'effectivement, l'essentiel de la diaspora se trouve en France. Aujourd'hui, comment vous répartissez? Vous avez parlé maintenant du Canada. Effectivement, le Canada est en plein essor du point de vue de l'immigration d'origine algérienne. Comment répartir un peu cette diaspora? Alors, France, Canada, c'est ça? Quels sont les grands pays d'accueil pour les Algériens aujourd'hui? Oui, la France vient bien sûr en première position, viendrait le Canada. On l'estime aujourd'hui à 180 000 Algériens établis au Canada. Bon, moi j'ai d'autres chiffres, 100, 110 000. Maintenant, si vous allez jusqu'à 180 000, bon, je ne sais pas. 180 000, en fait, j'ai fait quelques recherches, notamment de l'immigration depuis les années 60 à ce jour. Donc des statistiques qui vont de... par exemple, les années 60, vous avez un Algérien. En 62, nous avons peut-être 2 Algériens. Ah oui. 68, nous avons 4 Algériens, peut-être. Ouais. Vous voyez bien, et ça augmente. Par contre, depuis les années... Et vous comptabilisez les morts? Non, j'ai jamais pensé à faire ça. Non, je veux dire, est-ce qu'il faut les retirer des chiffres? Non, mais les morts, effectivement... Bon, mais c'est toutes les personnes qui ont immigré jusque-là, d'accord? Mais bon, aujourd'hui, on dit qu'il y a 100 110 000 Algériens établis. C'est plus que ça. Bon, c'est plus que ça. Après, bien sûr, donc il faut aller chercher la... Alors, qu'est-ce qu'il y a comme pays également? Les États-Unis? Alors, il y a les États-Unis. Et le Moyen-Orient? Peut-être l'Espagne également. Donc, il y a de plus en plus d'Algériens qui... Il y a combien d'Algériens en Espagne? J'ai pas les chiffres exacts. D'accord. Mais en fait, les terres d'accueil se resserrent aujourd'hui. Il n'y en a plus beaucoup. Les terres d'accueil se resserrent et surtout se diversifient. Oui, et se diversifient. Mais avec une terre d'accueil dont on parle souvent dans cette émission, le Canada, qui lui, par contre, est intéressé par la population, enfin une certaine population algérienne pour son immigration. Et justement, je voulais vous poser une question à ce niveau-là. Quelle est en fait la stratégie du Canada par rapport à cela? Ils veulent accueillir sans doute des Algériens parce qu'ils sont francophones, notamment pour la province du Québec. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le fait qu'il y ait beaucoup d'Algériens, on peut aller vers une relation un peu plus poussée avec ce pays-là? Je pense qu'il faut y aller vers une relation beaucoup plus poussée. Alors, je dirais il y a un signal de renforcement, de rapprochement, celui d'ouvrir déjà une ligne aérienne canadienne. Avant, il y avait l'Algérie qui faisait une ligne directe, Alger-Montréal. Aujourd'hui, nous avons Air Canada qui fait Alger-Montréal, ligne directe. Et ça, avant, il n'existait pas. Donc là, vous voyez bien l'importance de la présence algérienne au Canada et l'importance de la relation, de l'étroite relation qui commence à se construire entre l'Algérie et le Canada. Par exemple, l'Algérie et les États-Unis, il n'y a pas de ligne directe. Il y a eu des prémices de négociation c'était l'année dernière, en 2017, il y a eu des prémices d'ouvrir effectivement une ligne directe Alger-New York, Washington, mais apparemment ça n'a pas abouti. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il faudrait qu'il y ait suffisamment de circulation et d'échanges entre deux pays pour que la ligne soit rentable économiquement. Bien, alors on a évoqué, on a survolé un petit peu les choses. En termes de stratégie, est-ce que je voudrais revenir à cela. Est-ce que notre gouvernement a une stratégie pour récupérer cette immigration, pour l'associer au développement économique de l'Algérie? Qu'est-ce que vous répondez, vous? Alors, est-ce qu'il y a une stratégie? Bonne question. La stratégie, elle est perceptible par les actions. Et même une stratégie une stratégie de retour, de faire revenir les Algériens. Peut-être je vous répondrai autrement. Je vous répondrai par la stratégie de retour de ces gens-là, de ces gens d'affaires. Parce que la stratégie que l'État doit mettre en place pour ramener cette communauté d'affaires ou cette communauté scientifique ou autre, technique, en Algérie, effectivement, elle doit s'inscrire dans un plan global. Et
qui répondraient notamment aux attentes de cette communauté-là. Alors j'aimerais bien, avant de développer, revenir un peu sur le concept de retour. Le concept de retour, c'est vrai que lorsqu'on entend retour, on pense systématiquement à un retour physique. Aujourd'hui, le retour physique n'a plus de sens. On parle plus de circulation, on parle plus de transnationalisme. Circulation, aujourd'hui on est en France, demain on se déplace en Algérie, on va au Maroc, on va au Canada, on va aux États-Unis. On est dans cette mobilité que la diaspora, effectivement, prend de plus en plus dans ses actes entrepreneuriaux, dans ses actions commerciales ou dans ses actions d'affaires. On n'est pas forcément, on ne revient pas forcément physiquement en Algérie pour y vivre et pour y rester, pour travailler. Donc là, le retour, c'est un retour virtuel et non pas un retour réel. Qui arrange les choses. Qui arrange, effectivement. Parce que souvent, les enfants ou les épouses ne veulent pas revenir physiquement. Voilà, par manque notamment des écoles, par manque d'infrastructures. Ou par ambiance culturelle. Pour des raisons culturelles également. Alors, il y a un retour, il y a des motivations de retour, par contre, des motivations de retour de cette diaspora pour réaliser des activités. Alors, moi, j'ai recensé un peu les profils. Je dirais, il y a des retours, il y a 3 types de retours. Il y a des motivations d'opportunité. Il y a des motivations de sentiments, d'attache. Il y a des motivations économiques, pour des raisons économiques. Je reviendrai. Alors, pour les raisons... Il y a d'autres motivations aussi. On observe aussi qu'il y a une catégorie de population d'immigrants dans d'autres pays qui reviennent parce qu'elles se sentent plus à l'aise dans leur pays d'accueil. Effectivement, ça c'est récent. Ça c'est tout récent, notamment pour des raisons religieuses. Voilà. Pour des raisons religieuses. Effectivement, j'en ai discuté avec quelques-uns. Les raisons qui les amènent aujourd'hui à revenir, parce que tout simplement... Ils se sentent mal regardés, ils vivent mal aujourd'hui. Ils vivent mal, ils reviennent pour vivre sereinement dans un environnement musulman leur pratique religieuse. Mais ça, c'est un phénomène récent, mais que l'on voit régulièrement. Il serait intéressant, effectivement, d'investiguer cette piste et d'aller en profondeur dans cette réflexion. C'est vrai qu'il y a un retour ces dernières années dans ce cadre-là qui n'était pas auparavant pris en considération, qui n'était pas auparavant aussi important. Alors, je reviens aux motivations qui étaient observées, qui étaient importantes, celles notamment d'opportunités. Alors, d'opportunités, c'est d'opportunités d'affaires. Il y a deux façons, en fait, deux axes, je dirais, de la motivation de la diaspora. Alors, le premier, c'est l'opportunisme d'affaires. C'est pour développer des affaires. Donc, ce sont des gens de la diaspora qui sont, bien sûr, étroitement aussi liés à l'émotion, hein, donc à la tâche. Ils sont, je dirais, indissociables. Donc, l'opportunité et le retour pour affaires, c'est des gens qui sont, pour la plupart, donc plus de 5, bac plus 5. Nous avons des docteurs, nous avons des masters, nous avons des ingénieurs, donc hautement qualifiés. Vraiment, c'est hautement qualifié. Donc, c'est une catégorie qui revient pour développer des affaires, parce qu'il y a des opportunités en Algérie, parce qu'il y a des secteurs qui ne sont pas investis, ou peu investis. Oui. D'accord ? On va aller plus vite dans le serrillage. Oui. Effectivement. Après, nous avons une deuxième catégorie dans les opportunistes, c'est les opportunistes de développer des marchés nouveaux, donc de conquête de nouveaux marchés. Ce sont des entrepreneurs qui sont à l'origine entrepreneurs dans le pays d'origine et donc qui veulent se développer sur d'autres marchés. L'Algérie est une opportunité pour eux. Après, nous avons un retour par appartenance, par sentiment d'appartenance, par émotion. Donc, ceux-là reviennent aussi parce qu'il y a une forte attache. Et puis, ils développent des affaires, ils développent des activités. Mais la motivation première est l'émotion. Après, nous avons la troisième catégorie, économique. Ils sont très, très peu. Ils reviennent parce qu'ils ne s'y trouvent plus professionnellement dans le pays d'origine, dans le pays d'accueil. Donc, venir en Algérie, c'est d'avoir plus de potentialité à se développer, à réussir professionnellement. Ces gens qui reviennent,
ce sont des binationaux. Et la binationalité commence à faire peur. Faut-il avoir peur de la binationalité? Parce que, bon, je prends des exemples. On a vu d'abord pour pouvoir avoir accès à certains postes institutionnels, une loi a été mise en place. Donc c'était déjà un pas qui a été franchi. Mais on entend aussi, vous savez, quand il y a des opérateurs, quand vous vivez une concurrence sur le marché, certains opérateurs ont la binationalité, ils peuvent voyager, circuler, aller au plus près de leurs affaires ailleurs, tandis que les autres ne peuvent pas. Et donc, on voit un certain nombre de différences qui peuvent rendre certaines choses un peu jalouses. Alors, la binationalité est une passerelle. La binationalité permet effectivement de faciliter les liens entre l'Algérie et le reste du monde. C'est une opportunité, je dirais. Je vous citerai un exemple. Beaucoup d'entreprises étrangères ont investi le marché algérien, conquis le marché algérien, en utilisant la nationalité algérienne de leurs collaborateurs, en les mettant responsables de l'entreprise en Algérie, parce qu'ils connaissent, ils sont d'origine, ils parlent la langue, ils connaissent la culture et ils sont algériens. Donc vous voyez bien, ça facilite la conquête des nouveaux marchés. Donc la binationalité pour l'Algérie est une véritable opportunité. La voir comme une menace, moi je ne vois pas, la menace venant d'une binationalité, c'est plus une opportunité. Parfait, c'est sur des paroles positives qu'on se quitte. Je vous remercie beaucoup de votre éclairage et je vous souhaite de poursuivre vos analyses en espérant toutefois qu'elles soient sur le terrain suivies des faits, que les actions, des discours, pas les vôtres, mais ceux du gouvernement, soient suivies des faits. Je vous remercie Aziz Nafa, je vous souhaite une bonne continuation. Merci à vous. Voilà, mesdames et messieurs, je vous souhaite à vous aussi, d'abord je vous remercie de votre attention et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle émission de Challenge.